Télévision Futur Média, soir d'info, la suite. Avec nous ce soir, Dr Céliba. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, avec nous également Maître Abibatou Samb, avocate et vice-présidente de l'ENDH. Bonsoir Maître. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous pour revenir sur ce drame à Malika, survenu la nuit du Saint-Sylvestre, la mort dans des conditions manifestement atroces de la petite Swado appelée Djari, une adolescente de 12 ans. Et selon les informations recueillies, la jeune fille aurait été victime d'une tentative de viol qui a viré au meurtre. L'auteur présumé, un voisin, a reconnu les faits et placé en garde à vue. Un drame de plus malgré le durcissement de la loi. Maître Abibatou Samb, juridiquement, peut-on aller plus loin dans la dissuasion et la répression? Alors, dans la dissuasion, je pense qu'on peut aller plus loin. Comment? Dans le sens où je pense qu'il faudrait qu'on sensibilise davantage et qu'on rende aussi des décisions qui soient fermes, sévères, pour dissuader. Maintenant, dans la répression, est-ce qu'on peut aller plus loin? J'en doute. Je vous dis pourquoi. On a une nouvelle loi qui a été votée en 2020. Oui. La loi qui a criminalisé le viol, qui est venue déjà durcir, puisqu'on est parti d'un délit pour en arriver à un crime. On est passé de 5 à 10 ans de peine encourue à 10 à 20 ans, voire même la réclusion criminelle lorsque effectivement on se retrouve dans une situation où il y a des faits aggravants, comme des actes de barbarie et autres. Oui. Ce qu'on peut considérer être le cas dans la situation actuelle, dans l'affaire qui nous concerne. Bien sûr. Donc en termes de répression, je pense que on peut aller dans le sens de durcir un peu. Mais au-delà de ce qui existe, il ne me semble pas essentiel de revenir sur ce qui est déjà acquis. Donc il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi dans toute son étendue. Oui. Parce que effectivement, c'est ce que je dis toujours, on a un arsenal judiciaire qui est là. C'est le cas quand même depuis 2020 ou pas? Alors, c'est le cas, il faut relativiser. On a durci la loi, mais dans la pratique, dans l'application, nous qui sommes sur le terrain, on a l'impression qu'il n'y a pas réellement de changement en réalité. Une impression. On a cette impression-là. Oui. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un juge d'instruction, puisqu'on a un crime à la place d'un délit. Avant, les auteurs présumés passaient en audience de flagrant délit. Maintenant, on a un juge d'instruction qui ouvre un dossier, qui mène son enquête, qui approfondit, écoute les parties. Et quelquefois, malheureusement, ça prend du temps et l'auteur présumé des faits peut se retrouver en liberté, ce qui fait qu'on a l'impression que vraiment donc, au niveau de la célérité, a une certaine lenteur. Voilà. Au niveau de la célérité, on peut améliorer, effectivement. Pour être précis, le corps sans vie de la petite Djari est à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et l'autopsie est prévue demain vendredi. Docteur Céliba, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la dissuasion, vu que manifestement dans la répression, on peut pas faire plus que ce qui est actuellement en vigueur? En fait, ça montre que les lois ne suffisent pas. Les lois ne suffisent pas. On a eu cette loi en 2020 et moi, ce que j'ai constaté, et je pense que Maître l'a dit, c'est qu'on a eu moins de décisions. Oui. Moins de décisions parce que c'est devenu un crime. On va prendre plus de temps pour des enquêtes. Est-ce que nous avons les ressources humaines nécessaires? Il y a tout ça qui devait accompagner la loi. La loi n'a pas été accompagnée. On a voté une loi, mais il nous faut l'accompagner. Donc les ressources humaines pour faire des enquêtes urgentes et efficaces, des politiques publiques aussi, parce que ça ne doit pas tourner autour de la justice, ça ne doit pas être l'affaire de droit, cette affaire-là. Parce que c'est une affaire de société. Mais quand vous dites qu'il y a eu une criminalisation après, ce qui veut dire que, vous voulez dire que les juges ont levé le pied? Non, en fait, il y a criminalisation, et je parle sous le contrôle de maître. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que ça va prendre plus de temps. De faire des enquêtes, ça va prendre plus de temps. Donc, depuis 2020 à maintenant, on a eu peu de cas. Tout à fait.
peu de cas parce qu'il faut prendre du temps, parce que c'est la perpétuité aussi, parce que c'est un crime. Donc on n'a pas les ressources humaines nécessaires. Oui. Donc l'auteur peut vivre dans le même toit que la victime. On est dans une société où on a la pression sociale. Oui. Et plus de 55% des cas de viol se passent dans la famille. Oui. C'est le parent, etc. Donc face à cette pression-là, la victime peut se retirer, peut dire moi on laisse tomber. Les lois ne suffisent pas, donc comment on peut améliorer le cadre légal? Je pense que ce cadre juridique doit être accompagné de mesures adaptées. Oui. Je donne juste l'exemple. Les auteurs, on a plus d'informations sur cette fillette de Diary que l'auteur. On a besoin de l'auteur, plus d'informations sur les auteurs. C'est-à-dire, on a besoin de savoir le parcours de l'auteur. Qui est-il? Il vient de quelle famille? Quel est son parcours? Quel est son vécu? Quel est son état psychologique? Etc. On a besoin de ça pour pouvoir en tout cas élaborer des mesures adaptées aussi pour ces auteurs-là. Donc on ne peut pas mettre le focus sur les victimes et encore une fois, la prison ne règle pas toujours le problème. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre en prison, mais je pense qu'il y a certains auteurs qui ont besoin d'accompagnement psychologique, psychiatrique, des assistants sociaux. Nous avons besoin d'un centre où nous avons des psychiatres, des assistants sociaux, des sociologues, des médecins, etc. Parce qu'il y a certaines victimes, moi quand je vois un homme de 40 ans, 60 ans violer un enfant de 2 ans, je dis mais il faut comprendre cet état d'esprit parce que aussi dans les prisons, mais le viol aussi est dans les prisons. Donc la prison ne règle pas toujours le problème. Oui, donc pour vous, il faut améliorer la loi en prenant en compte peut-être l'aspect clinique des auteurs présumés. Alors, l'aspect clinique, forcément, parce qu'il faut toujours aller au-delà de l'acte en réalité. Qu'est-ce qui justifie cela? Et c'est une question de contexte social également. Et là-dessus, les sociologues pourront certainement nous aider à comprendre davantage. Mais ce qu'il y a lieu de préciser, c'est qu'en matière criminelle, le juge d'instruction n'est pas cantonné dans un délai. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des dossiers, d'où le manque de décision depuis la loi de 2020. Il n'est pas cantonné dans un délai lorsqu'on est en matière criminelle. Il peut prendre 5 ans, il peut prendre 10 ans, 4 ans. Et quand malheureusement il n'y a pas d'avocat pour assister la victime, ça peut rallonger un tout petit peu les délais. Mais je crois que ce que vous dites est particulièrement important à partir du moment où la psychologie, on doit y faire attention, mais on doit aussi avoir un fichier, comme ça existe ailleurs, qui recense les personnes qui ont été déjà poursuivies, mises en cause pour des faits d'atteinte, d'agression de nature sexuelle. Pour éviter les cas de récidive. Pour éviter les cas de récidive, ou en tout cas les limiter. Est-ce que c'est fréquent, les cas de récidive? Vous en répertoriez? Ah mais c'est très fréquent. C'est fréquent notamment dans l'entourage familial. Il y a beaucoup de familles où les jeunes filles, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, sont amenées à avoir une activité sexuelle alors qu'elles ont un bas âge, souvent par l'entourage, les oncles, les cousins. Et la preuve, la dernière fois à Tambacounda, à l'initiative de cette loi de 2020, la jeune Binta Camara, c'était quelqu'un qui était proche de la famille. Donc l'entourage proche, il faudrait quand même que les parents, j'en appelle aux parents à la responsabilité que nous devons avoir. Nous veillons sur nos enfants, mais vu que la vie change, les habitudes changent, il faut que nous aussi qu'on adapte davantage notre rôle en tant que parents en dissuadant de la meilleure façon qui puisse être, c'est-à-dire en veillant en permanence. Vous rappelez ce drame qui avait aussi choqué tout le Sénégal en 2019, Binta Camara à Tambacounda. Le Sénégal était tout le choc. Après une série de meurtres et de viols, est-ce qu'il y a une explication, parce qu'on a parlé de faits de société, docteur Siliba? Avant de venir aux facteurs, on se désole encore face à ce cas, une autre victime qui vient s'ajouter à cette liste. C'est un drame de plus. Qu'est-ce que ça fait? La sécurité, ça impacte davantage négativement et ça rend vulnérables les femmes. Donc ça fait que les questions de sécurité psychologique, on va sortir moins. Vous savez, l'espace public,
les femmes l'utilisent à un niveau de 50% de l'espace public. 50% seulement de l'espace public est utilisé par les femmes. Il y a des endroits où on ne voit pas, il fait nuit, on ne peut pas aller ici, on se limite dans cet espace public. Donc, avoir plus de cas, poser des questions sur la sécurité publique et aussi s'interroger sur l'incapacité de prendre en charge certaines questions, ça davantage, ça frustre et ça, en tout cas, rend les femmes de plus en plus, en tout cas, un peu plus vulnérables. Les faits, il y en a tellement et malheureusement, il n'y a pas de mesures. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la drogue prend beaucoup d'ampleur et il y a des études. Absolument. Surtout les drogues de synthèse. Ah bah oui, la drogue, l'alcool. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'oisiveté. Parce qu'il y a un problème de, j'ai plus parlé de sous-emploi, mais il y a un problème, voilà, donc de moins d'activité, donc qui fait que la personne, il n'y a pas d'espace aussi pour discuter de la sexualité, donc c'est des questions taboues, il y a ce refoulement, et on ne dote pas les garçons, filles, garçons, parce que les jeunes garçons aussi sont fortement violés dans les familles, on ne dote pas les moyens de se protéger, de développer en tout cas la prévention dans les écoles ou bien à la télé, comment se prévenir, et aussi on est dans un espace familial qui est complètement aujourd'hui, je ne vais pas dire à terre, mais qui s'est dégradé, qui est parti en lambeaux, et malheureusement nous n'avons pas de politique de famille, nous n'avons pas comment accompagner tout par la famille. Plus de 50%, 55% des viols se passent dans les familles. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de politique, etc. Finalement, cet havre de paix est devenu vraiment un espace non sécure. Ça pose énormément de problèmes et c'est des proches, c'est des voisins qui sont autour. Donc, on est dans ce cocktail explosif qui s'ajoute la pauvreté, les inégalités sociales se creusent. On est dans une société très pauvre, mais où le matériel prend énormément de place et du coup, certains n'arrivent pas à se connecter à ce tissu social qui les exclut. Et quand la personne est exclue, mais la personne va développer cette forme de violence-là. Donc, il y a tout un cocktail explosif, malheureusement, où nous avons des mesures qui ne sont pas adaptées pour prendre en charge ça. Ces questions. On va parler du traitement de ces affaires douloureuses, parce que vous avez parlé des médias et c'est très important également. Et peut-être ajouter les jeux vidéo, voilà, avec beaucoup de violence, les écrans, ce qu'on nous montre, même les réseaux sociaux, les dessins animés, une sorte de violence terrible, ça vient ajouter à ce cocktail explosif. On va en parler, mais sur les facteurs, Maître Abibatou Samb, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur les facteurs? Alors, si vous voulez, moi je pense que la pauvreté est à la base de tout. C'est vrai. Intellectuelle, financière, économique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'éducation. Il faudrait qu'on revienne aux bases, c'est-à-dire l'éducation, l'entourage familial, la scolarité. Ce sont des facteurs qui sont, à mon sens, très importants. Autre chose, la sensibilisation. On l'a dit tout à l'heure. Cette loi n'a pas été accompagnée. Il faudrait peut-être, comme une institution comme le ministère de la Famille, puisse avoir des rencontres, aller vers les gens, expliquer qu'est-ce qui attend la personne lorsque ce genre de situation se présente. Et puis aussi, l'accompagnement des victimes. Certaines victimes l'ont été une fois. Elles n'ont pas été accompagnées. Elles se retrouvent dans un engrenage dans lequel elles ne peuvent pas sortir. Et je précise là-dessus, en tant que militante du droit des femmes et des enfants, que je considère particulièrement anormal que l'aide judiciaire en matière criminelle soit réservée à la personne qui est convoquée et qui comparaît. C'est-à-dire à l'auteur présumé des faits qui se sont déroulés. Et non pas à la victime. Et non pas à la victime. C'est-à-dire, un cas pratique, dans ce cas de figure, aujourd'hui, l'aide juridictionnelle est réservée à la personne qui est interpellée, qui aura un avocat. Et la victime est livrée à elle-même. Et non pas à la victime. Sauf si des institutions comme l'UNICEF, comme d'autres, accompagnent. Mais l'aide judiciaire, le budget de l'aide judiciaire qui est réservé aux personnes qui comparaissent, aujourd'hui est exclusivement affecté à l'auteur présumé du crime. Donc les victimes sont livrées à elles-mêmes. Et c'est un combat que nous menons quotidiennement, en allant les rencontrer, en leur donnant les premiers conseils. Parce que généralement, ce sont les premières positions, les premières déclarations qui quelque part scellent le dossier. Donc si on se trompe de trajectoire, si on ne dit pas bien les choses, malheureusement on a tendance à ne pas être cru. Et autre chose sur les médias.
les médias qui mettent en avant Oui. le visage des victimes. Oui. Il faudrait, je ne dirais pas le visage des personnes, Bien sûr. déjà qu'on n'affiche personne, ce serait pas mal. Oui. Mais quand il y a une condamnation de justice, ce serait bien qu'on les mette à la une des journaux également. Oui. Et ça aussi, ça pourrait jouer dans la psychologie des gens, dans leur mentalité. De se dire que si j'ai ce comportement-là, voilà ce qui peut m'arriver parce que, voilà, on en parle, Ouais. mais ce n'est pas à la une des journaux comme ça peut être le cas lorsqu'il s'agit des victimes qui sont directement touchées. Touché. Voilà. Le collectif qui a voulu manifester en tenue d'Adam et Ève pour, je cite, lutter contre la culture du viol, a dénoncé le traitement d'ailleurs qui est fait par les médias, qui en parlent comme des faits divers. Docteur Célibat, on n'en fait pas assez, vous trouvez, au Sénégal? On n'en fait pas assez déjà, ce plateau. On devait avoir un homme au moins, ne pas faire l'affaire de femme, le viol. Mais l'homme, il est là. Oui, mais vous êtes animé. Je vous signale que je suis un homme. Pour une fois qu'on est majoritaire, on ne va pas se plaindre. Oui, mais le viol ne doit pas être l'affaire des femmes, Tout à des fait. femmes qui défendent les droits humains. Oui. C'est l'affaire de tout le monde, Oui. c'est les religieux. Oui. Et la Jamra devait se prononcer sur ces cas. C'est tellement vrai C'est tout le qu'aujourd'hui, monde. on a mis la politique de côté et toutes les autres actualités pour parler de ce sujet Justement. très important. Et j'espère que les autorités vont prendre des mesures, en tout cas adéquates. Oui. Je sais que l'État est en train de faire des choses, par exemple des one-stop, c'est-à-dire, c'est juste pour peut-être donner quelques éléments à mettre, Oui. c'est-à-dire des centres où nous avons l'assistance médicale, judiciaire, psychologique, etc., Oui. pour éviter à la victime de se déplacer d'un point à un autre, parce que des fois, c'est des groupes assez vulnérables, Oui. C'est ça. avec le transport, etc. Je pense que l'État est en train, mais on a plus besoin de ça. Plus d'informations sur les auteurs. Oui. Des programmes de sensibilisation éducative, que ce soit à la télé, au niveau des écoles. Donner plus de moyens, en tout cas, à ces filles. Oui. Pour ce collectif qui a un peu divisé le mouvement, mais c'est un ras-le-bol finalement, parce Ouais, que bien sûr. apparemment c'est C'est un banalisé. désespoir de cause. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour attirer l'attention, pour prendre en charge? Oui. Bon, c'est le signal Oui. qu'elles veulent transmettre, mais c'est juste en termes de communication Bien pour sûr. attirer. On Mais a malheureusement, compris, hein. on n'a pas parlé des viols, on a juste parlé de ça et c'est vraiment Oui. dommage. Mais l'objectif qu'elle voulait viser, c'est vraiment qu'on puisse mettre le doigt. Oui. Parce que récemment, à Joal, une fille de 9 ans a été violée et suivie de grossesse. C'est ça. Et c'est vraiment écœurant. Et tous les journaux, chaque jour, dans la colonne de journaux, c'est des cas de viol. Tout à fait. Et ce viol détruit l'individu, que ce soit corporel, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'on aura un autre individu qui va s'aventurer à faire des choses qu'on va considérer qu'on devient. Donc il y a des conséquences qu'on n'en parle pas, Oui. et ce serait bien d'avoir toutes ces informations-là, mettre sur la table pour expliquer la gravité, en tout cas, de cette problématique. Parmi ces informations, selon l'OMS au Sénégal, 27% des femmes de 15-49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Absolument. J'ajoute que c'est pas une affaire de genre, ce combat, n'est-ce pas, Absolument Maître pas. Habibatou Absolument Samb? pas, parce Oui. qu'il y a des victimes, jeunes garçons, Oui, jeunes violés. hommes qui sont violés. Oui. Sauf que peut-être que sur un plan social, ça se dit un peu moins, parce que la position qui est affectée dans notre société aux hommes, voilà, impose de faire tout dans le fameux soutoureux. Oui. Hein, c'est ce fameux soutoureux qui manifestement permet la gestation de beaucoup de choses. Oui. Dans des familles, il arrive que des cas comme ça se présentent et puis on essaye de faire une médiation, de régler le problème, voire de donner la victime en mariage à l'auteur des faits. Ouais. Ce qui fait qu'on a une double sanction pour la personne. Victime de viol et ensuite elle est livrée à son agresseur. Ouais. Il faudrait que nous revoyions la manière dont les choses sont abordées. Ouais. Et pour revenir sur cette jeune victime, 9 ans enceinte, Ouais. nous avons parlé plus d'une fois du protocole de Maputo, Ouais. signé sans réserve par l'État du Sénégal, Ouais. qui tarde à mettre en conformité sa législation par rapport aux engagements qui ont été pris. Vous parlez souvent Dont de cet article 14. Voilà, l'un 2, Oui. 14.2 Oui. dispose que l'avortement médicalisé serait autorisé en cas d'inceste et de viol, lorsque notamment la vie de la mère est en danger. Pour cette petite de 9 ans, forcément,
ce sera l'objet d'une césarienne, cette maternité. Donc, il faudrait aussi que ces choses-là, notre société accepte d'y réfléchir. On a un environnement particulier, une culture particulière, avec une place qui est donnée aux femmes qui est particulière, mais le débat reste ouvert, que chacun dise ce qu'il pense. Il n'y a pas de sujet tabou. Sur certaines situations, il faudrait qu'on accepte vraiment de revoir nos positions. Une remise en question assez profonde. Générale et profonde. Oui, on fait des assises pour tout ici au Sénégal. On a lancé d'ailleurs l'assise, le président a annoncé l'assise des Dara, on a fait des concertations sur la justice. Est-ce qu'on doit faire des concertations sur ces cas de viol et suivi de meurtre, surtout quand ça concerne des enfants quand même, parce que c'est suffisamment grave, parce que c'est pas une affaire de genre, c'est pas une affaire d'hommes ou de femmes, c'est pas une guerre des sexes, ça concerne tous les Sénégalais puisque ce cas a déclenché une émotion collective. Après, nous avons des enfants. On va vite oublier, passer à autre chose. Oui, mais c'est quand même extrêmement grave et c'est pour cela que TFM pose le débat ce soir, docteur Seliba. Je pense que c'est extrêmement important d'organiser des consultations sur la famille. Sur la famille. Ça veut dire quoi? Revoir le code de... Non, oui, revoir le code de la famille. Oui. Ça, c'est urgent. Oui. Mais aussi disposer d'une politique de la famille. Tout part de la famille. On n'en a pas... Il n'y a pas de politique de la famille. Alors que nous avons des politiques un peu partout, énergie, éducation, justice, etc. Mais la base, parce que dans les différents secteurs, la personne vient d'où? D'une famille. Donc c'est extrêmement important d'encadrer cette famille et d'accompagner, de renforcer cette famille-là. Parce que les individus viennent de là. On sait aujourd'hui cette famille est partie en lambeaux. On doit faire des assises de la famille. Vous le répétez souvent, sur quel aspect la famille est partie en lambeaux et qui affecte d'une certaine manière les sujets. Il y a la crise d'autorité dans les familles. Aujourd'hui, la famille n'est plus ce centre d'écoute avec le matériel. Celui qui a l'argent, qui a le pouvoir économique, prend de la place, domine. Il y a beaucoup de cas de divorce qui affectent l'état psychologique, affectif des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Des adultes. Il y a de ces adultes qui sont instables, qui sont comme moi, vestes mais à l'intérieur, mais c'est complètement des personnes déséquilibrées, instables, qui peuvent faire n'importe quoi. Mais c'est la famille. Peut-être ces gens, des auteurs, viennent d'une famille où il y a la violence, mais il y a beaucoup d'adultes qui reproduisent cette violence parce que le père exerçait cette violence sur leur mère, etc. Ou la mère aussi faisait pareil. Exactement. Donc, il y a ce système de reproduction, malheureusement. Ces enfants qui vont devenir adultes, c'est pourquoi je dis que c'est extrêmement important qu'on mette le projecteur sur cette famille-là, parce que c'est l'instance primaire. En dehors de ça, il y a l'école, évidemment, mais retourner vers les familles, voir quel type de famille on veut, quel modèle de société. Parce que si on s'interroge sur le type de famille qu'on veut demain, on va s'interroger forcément sur le modèle d'un citoyen, d'une personne qu'on veut demain, et mettre les moyens qu'il faut, parce que nous voulons des êtres humains stables, des êtres humains stables, de bons citoyens, parce que c'est vrai qu'on est sur cette course effrénée de revenus, d'infrastructures, etc. Mais si on ne s'attarde pas sur cet humain-là, qui est complètement détruit, parce que quand je vois des actes sur le plan affectif, sur le plan de comportement, tu vois qu'il y a énormément de problèmes. Pourquoi on parle de société malade? Parce que les humains, les personnes ont des difficultés et malheureusement la santé mentale reste le parent pauvre de la santé publique. Donc on ne s'interroge même pas sur la santé mentale. Et je disais que c'était la famille qui jouait ce rôle de thérapeutie, de trucs. Aujourd'hui, cette famille n'a plus le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La réforme du code, vous avez utilisé le mot urgentissime. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le code de la famille, j'ai l'habitude de dire que c'est la première violence que nous faisons aujourd'hui aux femmes. C'est le siège des discriminations. C'est le siège des discriminations. Et ce code de la famille, date de 1972. Il est plus âgé que moi. Et c'est lui qui aujourd'hui régit encore notre société avec tout le déroulement et tous les progrès qu'on a eus. Toutes les avancées qu'on a eues. Aujourd'hui, pour revenir sur l'enfant, vous avez dans ce code de la famille une disposition qui vous dit que le châtiment corporel est accepté dans un code de la famille de la République du Sénégal. Ça fait partie de nos pratiques, mais est-ce qu'il ne faudrait pas ne pas légitimer ça?
le châtiment corporel sur les enfants. Éduquons, parlons, échangeons avec nos enfants, réveillons-les sur la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, qui fait peur, une société dans laquelle nous sommes tous, je dis bien tous, y compris vous, Monsieur Chérif, nous sommes tous en danger en permanence, parce qu'on ne maîtrise pas beaucoup de choses. L'Internet, les données personnelles. Voilà, on est en permanence dans une situation difficile pour éviter. Et ce code, aujourd'hui, je dis que c'est le cœur de la discrimination, comme l'a dit le docteur. On a des dispositions qui, aujourd'hui, par exemple, le mariage de la femme, 16 ans fixé par la loi, 18 ans pour l'homme. Pour l'homme, tout à fait. C'est comme si on légitimait là aussi le mariage des enfants mineurs. Il faudrait qu'on y revienne, qu'il y ait des assises, oui, mais récemment il y a eu les assises de la justice. Et on attend les suites. Et j'interpelle le président de la République, je regarde la caméra, en lui disant, Monsieur le Président, il y a des recommandations qui ont été faites. Aidez-nous à ce que ces recommandations-là, faites par des professionnels, soient aujourd'hui mises en œuvre. La nouvelle Assemblée est installée. Allons-y, faisons les réformes qu'il faut. Parce que la justice, il y a un manque criard de moyens. Il y a un manque criard de personnel. Aussi bien les avocats. Vous avez à peu près moins de 400 avocats pour tout le Sénégal. Aussi bien les magistrats, aussi bien les greffiers. Les magistrats à peu près 500, les greffiers à peu près. Donc tout le personnel judiciaire aujourd'hui ne fait pas plus de 2000 personnes pour une population. 18 millions d'habitants. Il faudrait qu'on avance là-dessus, qu'on ait les institutions qu'il faut pour que justement la répression puisse s'installer et qu'on évite par anticipation ce genre de situation. Dernier point relatif aux réseaux sociaux, parce que peut-être on voit, moi c'est quelque chose qui me frappe, une sorte d'exhibitionnisme sur Internet. Et inconsciemment, on voit des fois des jeunes adolescents et adolescentes, le plus souvent, reprendre des vidéos qu'elles ont vues peut-être chez les grandes personnes. Est-ce que ça ne les expose pas davantage? Et quel serait le rôle justement de la famille à partir de ce moment? Mais il n'y a pas de programme numérique à la citoyenneté. Il n'y a pas de programme pour avoir des citoyens numériques. Il n'y en a pas. C'est extrêmement important de former, de sensibiliser l'utilisation des réseaux sociaux, d'en faire de manière responsable. Il n'y a pas de programme pour accompagner. J'interpelle le ministère de l'économie. C'est vrai que l'économie numérique est un peu éparpillée. Tout à fait. Les réseaux sociaux, l'économie numérique, le numérique en tant que tel, c'est transversal et c'est le support. Donc, comment les sectoriels aujourd'hui doivent connecter, travailler ensemble pour qu'on puisse concocter en tout cas une sauce qui va nous ressembler et qu'on puisse se retrouver. Parce que l'Internet aujourd'hui, c'est plus le divertissement. C'est plus divertissement et malheureusement, on n'essaie pas de préparer. Même dans les écoles, c'est important d'introduire l'anglais, mais c'est davantage renforcer le numérique. Comment préparer les enfants qui sont exposés. Récemment, l'Australie a interdit, une loi pour interdire les moins de 16 ans ne pas accéder aux réseaux sociaux. Donc ils sont à ce niveau-là. Nous, je ne suis pas à ce niveau-là peut-être d'introduction, mais vraiment avoir les réflexions qu'il faut pour pouvoir davantage préparer nos jeunes qui sont désarmés, surtout les jeunes filles, vraiment exposées sur les réseaux sociaux. Et l'autre point, j'aimerais bien le souligner, parce qu'on a parlé de code, sachant que je parle sous le contrôle de maître, ce qu'on applique, c'est les codes. Ce n'est pas les conventions, les lois qu'on applique. On applique les codes. Et vous prenez les codes restent peu sensibles par rapport aux engagements que l'État a pris. On a parlé du code de la famille qu'on doit rapidement. Mais le code pénal, dans le code pénal, il y a coups et blessures, mais tout ce qui est violence, mais ça ne figure pas dans le code pénal. Ça ne se figure pas dans le code pénal. Donc aujourd'hui, les codes sont interpellés. Tous les codes du Sénégal, que ce soit le code de l'eau, l'urbanisme, le code de l'environnement, tous les codes, parce que c'est ces codes-là qu'on met en œuvre et non les conventions et les lois. Les codes sont les causes de la colère, manifestement. Maître Abibatou Samb, sur cet exhibitionnisme de ces jeunes, je mets bien évidemment des guillemets, des jeunes adolescentes, des fois qui miment des gestes relativement problématiques. Comment faudrait-il faire pour les protéger davantage? Vous savez, on en revient toujours à la famille.
la responsabilité parentale. Moi, quand je vois une petite fille danser avec des accessoires, 5 ans, 6 ans, ça, c'est pas l'enfant. C'est problématique. C'est la mère, c'est le père qui sont négligents. C'est l'entourage familial. Et qu'on ne mette pas tout sur le dos des mamans. Les mamans sont partout, par mots et par vos, pardon, shérif. Oui. Nous sommes partout. Alors, l'éducation, nous voulons bien la porter, mais on a aussi besoin d'être accompagnés et aidés. Absolument. Donc, cette surexposition des enfants, certes, les adolescents ne font que copier. Mais quand on copie des choses, de bonnes choses. Mais nous avons l'art de copier ce qui ne va pas. Ouais. Même dans les pays où ces applications ont été créées, en Chine par exemple, vous ne faites pas plus de 2 heures sur l'application TikTok. Au Sénégal, c'est ouvert. 4 heures du matin, 3 heures. Les jeunes, au lieu de se focaliser sur l'apprentissage, apprendre soi-même, apprendre ce qu'est l'extérieur, on est tourné vers les écrans H24. Et l'image la plus parlante quand vous arrivez dans une famille, c'est de voir tout le monde sur son portable, les jeux de société, le Scrabble. On n'en fait plus ou presque plus. Il faudrait qu'on revienne à ces choses-là qui sont la base. Merci beaucoup, Maître Abibatou Samb, vice-présidente de l'ONG ONDH. Merci à vous, docteur Céliba, sociologue. Merci à vous, chers téléspectateurs, et prenez soin de vos enfants. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM.